Bonjour mes chers élèves de 4e 3, 4e 5 et 4e 7. Nous nous retrouvons pour une vidéo de cours, plus précisément vidéo numéro 2 concernant le chapitre Conquête et société coloniale. Autrement dit, comme nous l'avions vu dans la première vidéo, la deuxième étape de la colonisation. Je rappelle l'importance de ce chapitre. Ce chapitre est très important puisque en classe de 3e, classe du brevet, eh bien, vous serez amené à étudier un chapitre qu'on appelle la décolonisation. Pour comprendre ce qu'a été la décolonisation, il faut d'abord connaître et comprendre ce qu'a été la colonisation. Rappel très rapide de ce qui a été vu dans la première vidéo. Nous avions dit qu'il y avait eu au cours de l'histoire, deux étapes de colonisation. La première étape, nous l'avons traitée en début d'année, avec le système de plantation, la traite négrière, les produits coloniaux, etc. Nous nous intéressons dans ce chapitre à la deuxième étape de colonisation, beaucoup plus récente, qui a lieu de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970. Où, eh bien, en Afrique et en Asie, cette fois-ci, les Européens colonisent non plus le continent américain, mais la totalité de l'Afrique et une grande partie de l'Asie, pour des raisons tout à fait différentes de celles de la première étape. Je rappelle, les raisons de la première colonisation, c'était les produits coloniaux. Pour la deuxième étape, ce ne sont plus du tout les mêmes raisons. Des raisons d'ailleurs que vous deviez trouver à travers deux discours très importants. Un discours de Jules Ferry qui explique pourquoi la France doit se lancer dans cette deuxième étape de colonisation. Et ce deuxième discours de Paul Reynaud, ministre des colonies. Vous deviez trouver tous les arguments, toutes les raisons expliquées à l'époque aux populations européennes pour justifier la colonisation. Alors, voici, mais je n'en dirai pas plus puisque c'était le travail à faire jusqu'à demain. Voici tous les arguments expliqués à l'époque. Les puissances coloniales européennes expliquent à leur population qu'il faut coloniser par devoir moral, avec un argument humanitaire, évidemment j'ai mis tout ça entre guillemets, un argument racial, un argument économique, un argument de prestige. J'ai mis en rouge tous les arguments que vous pouviez trouver dans les deux discours. Et puis trois autres arguments qui ne figurent pas vraiment dans les discours, mais que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Également pour un argument stratégique, un argument militaire, un argument religieux, et même aussi un argument démographique. Alors, avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que l'histoire de la colonisation, l'histoire de cette deuxième étape de colonisation, est encore aujourd'hui une histoire qui pose problème. Pourquoi ? Parce que cette deuxième étape de la colonisation, contrairement à la première, elle est beaucoup plus récente. Et elle a été mise en place par la République française. Certes, la Troisième République, aujourd'hui nous sommes sous le régime de la Cinquième République, mais à l'époque c'était déjà la République, la France était déjà une démocratie, une république des droits de l'homme. Et c'est cette démocratie, cette république des droits de l'homme, il n'y a finalement pas si longtemps, qui a mis en place la colonisation. Et encore aujourd'hui, il est difficile pour les Français de regarder cette période. Une période un petit peu traumatique, une période honteuse pour le pays des droits de l'homme, donc une période un petit peu taboue, en tout cas une histoire coloniale qui est compliquée à assumer. Pourtant, cette histoire, il nous faut la regarder. On peut considérer que c'est une page sombre de notre histoire récente, parce que cette deuxième étape, je le rappelle, n'est pas si lointaine. Cette histoire, il faut la regarder en face. Il ne peut pas y avoir de tabou, il ne peut pas y avoir d'oubli. Et les historiens nous disent également qu'étudier l'histoire de cette deuxième étape de la colonisation, qui est plutôt récente,
Ce n'est pas du tout faire un bilan en 2 colonnes, les points positifs et les points négatifs de cette colonisation. Il n'y a pas de points positifs. Il ne s'agit pas de faire un bilan comptable des bienfaits de la colonisation et des inconvénients de la colonisation. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut regarder notre histoire en toute objectivité. Bref, les puissances européennes, dont la France, se lancent dans une deuxième étape de colonisation avec tous ces arguments. Alors, ces arguments, on les reverra dans une prochaine vidéo, pas aujourd'hui, hein, puisque c'est le travail que vous avez à faire et que vous pouvez me rendre jusqu'à demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement qui a eu lieu à Paris en 1931. L'exposition coloniale. Ah, de quoi s'agit-il? Je rajouterai l'exposition internationale coloniale. Eh bien, à Paris, en 1931, la France a organisé une grande exposition pour faire connaître les colonies auprès des Français, leur donner un imaginaire colonial. Alors pourquoi les autorités françaises veulent-elles à tout prix faire connaître les colonies et pourquoi veulent-elles que les Français adhèrent à la colonisation, soient d'accord avec la colonisation? Ce n'avait pas été le cas avec la première colonisation, mais les temps ont changé. À l'époque, la France est une démocratie, la France est une république, on tient compte de l'opinion de la population. Et au début de cette deuxième étape de colonisation, beaucoup de Français ne sont pas favorables à cette deuxième étape de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cette deuxième étape de la colonisation, c'est une entreprise qui est coûteuse, il va falloir aller conquérir des territoires très lointains, ils se demandent quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça va apporter à la France, etc. etc. Donc, au début, fin 19e de cette deuxième étape de colonisation, les Français ne sont pas spécialement favorables à cette colonisation. Donc, les dirigeants vont devoir convaincre les Français et les opinions publiques européennes en général. Eh bien, une des manières de les convaincre, ce sont les discours que vous deviez étudier. Un autre moyen, c'est l'organisation de cette exposition coloniale, organisée donc en 1931 entre les deux guerres mondiales à Paris. Donc faire connaître les colonies, donner aux Français un imaginaire colonial. Autrement dit, faire en sorte que les Français s'imaginent à quoi ressemblent les colonies. Parce qu'à l'époque, le Français moyen n'ira jamais dans les colonies, dans ces espaces très lointains. Donc on veut que les Français aient une image de ces colonies. Lors de cette exposition, également, on va essayer de démontrer l'utilité de ces colonies aux Français. Leur faire comprendre, les convaincre qu'avoir des colonies, c'est très utile pour la France, mais aussi pour les populations colonisées qu'on appelle les Indiens. Et cette exposition, c'était également pour donner une bonne conscience coloniale aux Français. Autrement dit, pour faire en sorte que les Français ne culpabilisent pas d'avoir colonisé une grande partie du monde. Mais cette exposition est en fait une véritable opération de propagande. Propagande, c'est un mot que vous verrez à maintes reprises l'année prochaine en troisième. La propagande, c'est quand un État veut faire passer une idée dans la tête de sa population par différents moyens et souvent c'est une idée fausse. Eh bien, lors de cette exposition coloniale, la France, mais également les autres pays européens qui ont colonisé, ne montrent que les aspects positifs de la colonisation, positifs entre guillemets, et non pas les aspects négatifs. Plus précisément, à quoi ressemble cette exposition? Regardons ça de plus près. Alors ça c'est le plan. Donc, rappel de la première étape de la colonisation, la deuxième étape de la colonisation, ce que nous avons vu, les raisons et arguments pour justifier cette deuxième colonisation, ce sur quoi vous deviez travailler, et un exemple de glorification de cette deuxième colonisation, on va glorifier la colonisation, l'exposition coloniale. Plus tard, nous verrons la réalité dans les colonies, les sociétés coloniales. Alors, cette exposition a donc lieu en 1931, durant 5 mois, un peu plus de 5 mois, à Paris, dans le bois
de Vincennes, parce qu'il fallait de la place pour organiser cette exposition. Hein. Vous voyez, le bois de Vincennes, l'est de Paris. Voilà un document d'époque. Voilà en quoi consistait cette immense exposition. Alors, nous voyons dans ce bois de Vincennes des bâtiments. Eh bien, figurez-vous que cette exposition a été une reconstitution grandeur nature de l'empire colonial français et des autres empires coloniaux. Quelle était l'idée? L'idée, je vous montrerai ça en image tout à l'heure, c'était dans ce bois de Vincennes de reconstituer les colonies. Autrement dit, de reconstituer les différents habitats qu'on trouvait dans les colonies, de faire venir dans le bois de Vincennes des indigènes des différentes colonies, autrement dit des figurants. Alors, ces indigènes qu'on a fait venir à Paris pour ces 5 mois d'exposition, on les a évidemment obligés, de véritables figurants. Vous voyez ici, ça c'est une photographie qui n'est pas prise en Afrique. Elle est prise à Paris en 1931 dans le bois de Vincennes. On a reconstitué une case, on a fait venir des indigènes pour quelques mois à Paris, qui sont des figurants à qui on va demander de jouer un rôle, le rôle du bon sauvage. On va leur demander de jouer leur vie quotidienne devant le public français, hein, qui défilait et qui regardait tout cela. Ces indigènes qu'on a fait venir lors de cette exposition coloniale, qui sont donc des figurants qui jouent le rôle du bon sauvage, mais ce n'est pas leur vie, hein, eh bien, ils jouent ce rôle devant le public parisien ou le public français qui est venu en nombre, hein, 9 millions de visiteurs français lors de cette exposition. Eh bien, en fait, ils sont parqués derrière des enclos, derrière des grilles, vous voyez, le public français qui regarde ces figurants, ces indigènes, ces exotiques, ces bons sauvages, hein, jouer leur vie quotidienne. On a, vous voyez, ça c'est dans le bon scène, on a reconstitué tous les types d'habitats, tous les types de monuments des différentes colonies, hein, et ainsi le visiteur a l'impression d'être projeté à l'autre bout du monde dans ces colonies. Et on a également amené la faune de ces colonies, des animaux que les Français n'avaient jamais vus, des girafes, des éléphants, des autruches, etc. Autrement dit, on a créé des zoos. Et d'ailleurs, l'invention du zoo date de cette époque. Ce qui fait que sur un même lieu, au bois de Vincennes, on a parqué, c'est-à-dire mis à l'intérieur d'enclos ou de barrières, des hommes, ces fameux indigènes, comme on les appelait, hein, les populations colonisées, ces bons sauvages à qui on demandait de jouer leur vie quotidienne. On a également parqué des animaux venus des colonies et tout autour, le public parisien ou français qui regarde tout ça. De telle sorte que l'on peut parler de zoos animaliers, mais également de zoos humains. Revenons sur cette photographie, sur ces deux photographies. Hein, vous voyez, un enfant indigène parqué à l'intérieur d'un enclos et le public qui regarde derrière. Cela ressemble à un zoo humain. Même chose ici. Et le fait de parquer ces hommes, mais qu'on considère comme des indigènes, comme des sauvages, certes de bons sauvages, mais comme des sauvages qu'on considère comme inférieurs, le fait de les parquer à côté, à proximité des animaux, c'était une manière de faire comprendre au public français venu à l'exposition, au public européen, que finalement ces indigènes, ces hommes colonisés, finalement étaient plus proches des animaux que des hommes. C'était une façon de montrer leur infériorité, le fait de les parquer à côté des animaux, hein, des indigènes plus proches des
des hommes plus proches des animaux que des hommes. Et c'était une manière de montrer donc la supériorité des Blancs européens. Et par là même, c'était aussi une manière de montrer que ces sauvages allaient être sauvés grâce à la colonisation. Allaient être sauvés parce que le colon blanc européen allait amener la civilisation. Bref, cette exposition coloniale en 1931, c'est la création de zoos humains avec reconstitution de l'habitat des colonies et de zoos animaliers, hein, et on fait en sorte que les deux se confondent presque. Alors, évidemment, cette exposition, elle a rencontré un immense succès, comme je l'ai dit, en 5 mois, 9 millions de visiteurs, et les historiens ont coutume de dire qu'en fait, cette exposition, nous allons le voir en image tout à l'heure, c'est une grande fête, c'est un parc d'attractions avant l'heure, sauf que les attractions, je le répète, ce sont des animaux, mais ce sont aussi des hommes. Je l'ai dit au début, les opinions publiques européennes ne sont pas très favorables à cette deuxième étape de colonisation, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, ça va coûter cher, etc. Et bien progressivement, grâce à cette propagande, les populations européennes vont être convaincues que la colonisation c'est une bonne chose. Et finalement, ce public français et européen va venir enthousiaste à cette exposition, fasciné par ce qu'il voit et convaincu que la colonisation est une bonne chose. Ce qui fait que, j'en profite pour le dire, le racisme scientifique élaboré à l'époque, au 19e siècle, hein, un certain nombre de scientifiques ont élaboré des théories pour hiérarchiser les races. Alors évidemment, tout en haut de l'échelle, il y avait la race blanche, etc. Et puis tout en bas, il y avait la race noire. Eh bien, ce racisme scientifique, grâce à ce genre d'exposition, est devenu un racisme populaire. Cela veut dire que le public, ces Français, ont fini par intégrer l'idée que, effectivement, ces indigènes, hein, que l'on a colonisés, eh bien, sont en bas de l'échelle, nous sont inférieurs, et qu'on va les aider, qu'on va les civiliser. Nous allons voir cela en images. L'exposition coloniale, c'était Disneyland avant la lettre. Quand le visiteur arrivait, il entrait par la grande avenue des colonies, qui avait été conçue comme une perspective montante, comme au cinéma, avec au début des petits pavillons, Somalie, Guyane, Martinique. Et ensuite, il était vers les deux énormes masses, l'une grise, l'autre l'une à côté de l'autre, le temple d'Angkor et le pavillon de l'Afrique occidentale française. Alors évidemment, on s'intéressait beaucoup au temple d'Angkor, parce que d'abord il était immense, plus grand que le Sacré-Cœur, et évidemment on le considère. Alors, vous voyez, toutes ces reconstitutions d'habitats et de monuments qui avaient été mises en place dans le bas de la Seine, aujourd'hui n'existent plus. Seuls quelques-uns existent encore. Je dirais comme le clou de l'exposition coloniale. Vous voyez, on est en plein Paris. En voyant l'image, on a l'impression qu'on est à l'autre bout du monde, dans une colonie. Non, on est en plein Paris. Reconstitution de l'empire colonial français. On dit qu'on a mis en scène, qu'on a théâtralisé comme un décor de théâtre. Voici le temple bouddhiste de Vincennes. Mais à l'époque de l'exposition, c'était le pavillon. Alors, voilà ce qu'il reste aujourd'hui de cette exposition coloniale. Du Togo et du Cameroun. Et tout près, il y avait les villages indigènes. Les villages indigènes, c'était des décors dans lesquels évoluaient des figurants recrutés dans les colonies et qui étaient censés mener une vie quotidienne, évidemment primitive, sous les yeux des visiteurs. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait voir
en plein Paris, dans l'exposition coloniale. En réalité, tout était truqué. Lorsqu'ils quittaient le soir ces villages, ils rentraient dormir beaucoup plus confortables, des vêtements à l'européenne, et certains révisaient pour passer leur bac. Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. Également, on a fait venir pour cette exposition tous les animaux des colonies que les Français ne connaissent pas, création des zoos animaliers, mais je répète, un zoo animalier, zoo humain, très proche, pour faire comprendre qu'il y a deux humanités, celle des Blancs et puis celle des indigènes, qui est forcément inférieure. L'éléphant, c'est un peu gros. Alors, deuxième extrait. On est au bord du lac Daumesnil, où avaient lieu tous les soirs les célèbres spectacles d'eau, de son et lumière, auxquels venaient assister les visiteurs de l'exposition ou un public convié pour telle ou telle occasion particulière. C'est le côté festif de l'exposition. Là, Alors, l'exposition, c'est aussi de grands spectacles le soir, mais le soir, il n'y a plus ces indigènes figurants. on est plutôt dans la grandeur et la gloriole coloniale. Le soir, on se fait plaisir, au cœur de cet empire reconstitué. Bien sûr, à ce moment-là, les indigènes sont plus présents. Soit ils sont repartis dans leur caserne, soit dans leur baraquement, on n'a plus besoin d'eux. Carnaval ce soir, blanchi des idées noires. Il y a bon, c'est le refrain des griots. L'image de l'indigène à l'époque est quelque chose de très complexe. C'est un mélange de plein de strates différentes. Je crois qu'on peut prendre comme extrême intéressant l'image de Yabon Badenia, qui est une image de positive dans l'absolu. On est passé du bon sauvage au bon noir, au noir souriant. Mais en même temps, c'est une image de mépris. Ce bon noir souriant reste un grand enfant, que la France doit emmener aux lumières. Car tout le rapport. Vous voyez, c'est ça qu'on veut mettre aussi dans la tête des Français. Une humanité inférieure, le bon sauvage, que l'on va sauver des ténèbres, que l'on va civiliser. Le rapport colonial est un rapport de domination. Il y a un dominant, il y a un dominé. Il y a un dominant, le colon blanc européen, et il y a un dominé. Toutes les populations qui ont été colonisées, qu'on appelle les indigènes, et qui n'auront jamais la citoyenneté française, bien qu'ils vivent en territoire français, puisque les colonies dispersées aux quatre coins de la planète sont territoire français. Mais ces indigènes n'auront jamais la citoyenneté française. Extrait suivant. Voilà ce qu'on pouvait voir également à l'exposition coloniale. La supériorité de la France doit être tellement éclatante qu'au sein même de l'exposition, le maréchal Lyautey organise. Donc dans cette exposition, on a aussi reconstitué des salles de classe où on va alphabétiser, on va apprendre à lire et à écrire à ces bons sauvages, entre guillemets, comme on les appelait, à ces indigènes. Le but étant de montrer que les puissances coloniales, évidemment, étaient une chance pour ces indigènes. On allait les civiliser, on allait les alphabétiser. Donc le public passait également devant ces salles de classe reconstituées. Des cours d'alphabétisation. Marine, cage, Tout dans l'exposition est orchestré comme au théâtre. Rien de choquant ne doit perturber le regard du Candide. Le maréchal Lyautey interdit formellement les pousse-pousse chinois et les indigènes nus. Néanmoins, Alors le maréchal Lyautey dont on parle, c'est celui qui a été chargé d'organiser cette exposition coloniale. il tolère une attraction très spéciale. L'association des anciens coloniaux était partie chercher une cinquantaine de Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont retrouvés au bois de Boulogne et on leur a demandé de jouer au cannibale pour les visiteurs. En dehors de l'expo, bien entendu, pour ne pas perturber le côté parfait du discours colonial tenu par Lyautey et la République, mais quand même pas très loin, mais en même temps. Pourtant, travailler dans des bureaux en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa, c'est des gens lettrés, qui savaient lire et écrire, qui eux-mêmes étaient un peu surpris par cette mise en scène. Et en fait, les visiteurs ne se sont même pas posé la question si les gens qu'ils avaient face à eux n'étaient pas simplement des gens communs, puisqu'on les présentait comme des cannibales, mangeant de la viande rouge tous les jours, de 6h à 7h, comme attraction principale de la journée. Donc ces indigènes deviennent des attractions. Dernier extrait. On voulait faire la fête. On a eu la fête puisqu'il y a eu énormément de visiteurs, mais dans le fond, ça a été une... Énormément de visiteurs, je rappelle 9 millions de visiteurs en 5 mois pour cette exposition coloniale. une grosse tromperie dont on s'est réveillé douloureusement. Les Africains qui sont venus jouer ce jeu
n'y ont pas vraiment compris quelque chose et finalement n'étaient pas plus contents qu'avant. Au contraire, ils vont être de plus en plus mécontents jusqu'à demander l'indépendance. Alors, on finit là-dessus. Pourquoi? Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous donnerai dès demain, lundi 11 mai, des documents là-dessus. Que se passe-t-il réellement dans les colonies? On a vu ce qu'on a voulu montrer lors de l'exposition coloniale, mais c'est une mise en scène, tout est truqué. Maintenant, la question qu'on va aborder, c'est que se passe-t-il dans les colonies? Quels sont les rapports, les liens entre les colons blancs européens qui vivent dans les colonies et les indigènes, les populations colonisées? Eh bien, nous allons voir que le tableau est beaucoup moins reluisant que ce qu'on a montré lors de l'exposition coloniale. Et une chose qui se passe et qu'on voit ici, ce sont les travaux forcés dans les colonies. Je crois que la plus grande tristesse peut-être, c'est pour le Français moyen, à qui on a fait croire que tout allait bien outre-mer, il n'y avait pas de problème, et qui va se réveiller en constatant que l'empire qu'on avait célébré avec tant de faste, eh bien c'était une sorte de grande illusion qui va cesser d'exister très rapidement. Alors, demain, lundi 11 mai, je vous mets sur Pronote un certain nombre de documents qui vous expliquent ce qu'il se passait dans les sociétés coloniales. Autrement dit, quelle était la vie dans les colonies entre les colons blancs européens qui y vivaient et les populations colonisées, les indigènes. Vous allez voir de quelle manière les indigènes étaient traités. C'est ce qu'on appelle la réalité des colonies. Concernant ce cinquième point, je ferai également une vidéo. Dans cette dernière vidéo sur ce chapitre, je ferai également un corrigé sur les raisons et arguments pour justifier cette deuxième colonisation. Mes chers élèves de 4e 3, 4e 5, 4e 7, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Coucou à Dédé la grenouille. À bientôt.